sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous sommes le mercredi 5 juillet et aujourd'hui, pour notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis, comme chaque semaine, nous allons aborder le visa E1 sur les échanges commerciaux avec Maître Marcel Poirier. Et puis en seconde partie, Sylvie Delenclos me rejoindra et on passera à table comme chaque mercredi également. Sylvie qui nous a concocté cette semaine sa recette de millefeuille. Ne bougez pas, ce sera juste après la publicité. Et juste avant, c'est la météo avec de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait actuellement 28 degrés à Hollywood et on attend jusqu'à 31 degrés, 88 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, donc on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous matin et comme chaque mercredi, on ouvre notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et cette semaine, on s'intéresse au visa E1 pour les échanges commerciaux. Qui est différent du visa E2 pour investisseurs. Donc on va parler de ce visa. Tout d'abord, il faut savoir qu'il ne correspond pas à tous les pays. Enfin, tout le monde ne peut pas le demander. Il faut qu'il y ait un traité signé entre les États-Unis et le pays d'origine. C'est bien ça? Alors c'est ça. Le E1 le E1 est un visa qui n'est pas très connu, qui fait partie du même traité que le visa E2 investisseur que beaucoup de gens connaissent, l'investissement classique du salon de coiffure ou du restaurant. Le E1, c'est pour des échanges commerciaux. Alors, il faut qu'il y ait un traité entre les États-Unis et le pays d'origine et il faut que les échanges, que la personne dans le pays d'origine ait déjà commencé les échanges. Alors, quel type d'échange? C'est ça, on va développer un petit peu qu'est-ce qui peut qualifier comme échange. Alors, quel type d'échange? Ça serait les biens, des biens comme des chaussures, des vêtements, de l'art, des biens physiques que la personne ou la société dans le pays d'origine a déjà commencé à vendre avec les États-Unis.
Il faut que 50% des ventes soient avec les États-Unis, entre les États-Unis et le pays d'origine. C'est très important parce qu'ils doivent continuer à maintenir ce 50%. Ça peut être dans le tourisme. Par exemple, nous avons un cas au cabinet que c'est une agence de voyage qui vend beaucoup de voyages avec la France, entre la France et les États-Unis. Alors, ce serait une catégorie de tourisme. Aussi, ça peut être dans les services, services d'agences immobilières ou d'autres types de services entre les deux pays. La technologie, quelqu'un qui vend sa technologie de son pays aux États-Unis. Et ça peut être aussi dans les banques. Alors ça, c'est très limité, c'est pour les banques au niveau international. Ce visa est accordé pour 5 ans. Alors on va développer un petit peu tous les critères, mais déjà, il n'y a pas d'investissement à établir pour pouvoir demander ce visa. C'est ça, c'est très important parce que les gens, quand ils voient le visa E, ils pensent toujours qu'il y a un investissement. Alors, le E1 n'a pas un investissement à apporter aux États-Unis. Il faut prouver qu'ils ont des transactions, d'échanges commerciaux déjà établis. Alors, ça ne peut pas être quelque chose qui commence. Il faut que ça soit déjà établi. Alors, l'entité dans le pays d'origine ou la personne dans le pays d'origine ait déjà commencé à faire des échanges commerciaux avec les États-Unis. Et on parle bien du nombre de transactions, on ne parle pas du montant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une régularité. Les deux sont demandés dans une demande de E1, le nombre de transactions et la valeur des transactions. Mais si vous avez 2 transactions pour 2 millions de dollars, ça ne qualifie pas. L'emphase est beaucoup plus sur le nombre de transactions que sur la valeur. Alors, ils vont nous demander des factures, de prouver des factures, des relevés bancaires pour montrer les échanges d'argent. Ils vont nous demander aussi des preuves d'entrée, si les biens rentrent aux États-Unis, d'entrée et de sortie par rapport aux douanes. Et ça, ils nous demandent des preuves vraiment physiques de cargo, de transport. Ça peut être aussi dans le transport. Le E1 peut être aussi dans le domaine du transport. Entre les pays. Alors, les preuves sont des preuves de transaction, des preuves de factures, de relevés bancaires, de documents de douane. Et ce qui est bien, c'est que ces personnes-là, qui font un E1, peuvent faire venir des employés essentiels comme le E2. Comme le E2. Sans que les gens aient nécessairement travaillé pour eux dans leur pays d'origine avant. Alors, quelqu'un qui est de la même nationalité et qui a un savoir-faire qu'ils auraient besoin, ils peuvent les faire venir. Et il n'y a pas non plus le besoin d'avoir des employés aux États-Unis aussi importants que le E2. Il n'y a pas cette demande de création d'emplois. Pour qualifier pour un E2, il faut avoir deux employés, c'est ça minimum dans un premier temps? Il faut prouver qu'un investissement va donner du travail à des Américains dans le futur ou qu'il existe déjà. Donc là, il n'y a pas cette obligation? Ce n'est pas une obligation qui est dans les critères pour obtenir le E1. Alors, moi, je demande aux clients quand même d'avoir une base commerciale. Ça peut être un entrepôt bureau, ça peut être un petit bureau, mais quand même d'être pignon sur rue pour montrer que la société américaine va quand même être assez importante. Et finalement, vous disiez qu'il faut que les échanges aient débuté avant de demander ce visa E1 à hauteur de 50% minimum? Entre le pays d'origine et les États-Unis. Alors, il faut prouver que les échanges sont substantiels. Alors, le mot substantiel est difficile à prouver. Combien avez-vous besoin d'échanges pour que ce soit substantiel? Est-ce que c'est 50 transactions? Est-ce que c'est 100 transactions? Alors, c'est pas facile. C'est avec beaucoup de recul qu'ils vont regarder peut-être 1 an d'échange avant la demande du visa. Alors, il faut que ça soit établi avant que les gens puissent demander ce E1. On ne peut pas commencer un échange et dire « je vais commencer à travailler avec les États-Unis, j'aimerais demander le E1 ». Il y a une durée obligatoire ou ce n'est pas forcément la durée? C'est-à-dire, est-ce qu'ils regardent s'ils ont travaillé pendant 1 an ou 2 avant? Il faut qu'il y ait au minimum de 1 an. Donc, c'est un minimum d'1 an? Il faut qu'il y ait un minimum de 1 an d'échange avant pour pouvoir demander ce type de visa. Et ce type de visa, il permet d'étendre un petit peu la production ou d'étendre les échanges, c'est ça? Enfin, finalement, on le demande, si on a déjà commencé à travailler avec les États-Unis, quel est l'intérêt de ce visa E1? C'est vraiment de venir aux États-Unis pour développer encore plus les échanges? Les personnes soient en mesure de venir travailler aux États-Unis et augmenter les échanges entre les États-Unis et le pays d'origine. Mais ce qui est difficile, c'est que les sociétés doivent conserver ce 50% durant toute la durée du visa. Alors, s'ils ont des demandes d'autres pays et que l'échange chute à moins de 50% entre leur pays d'origine et les États-Unis, ils perdraient le visa E1. Alors, il faut vraiment que le 50% soit maintenu. Ce visa est demandé à l'ambassade américaine du pays d'origine. C'est comme le E2. Il est laminé dans le passeport, même pour les Canadiens. Ce n'est pas quelque chose qui est fait à la douane. Et les dépendants, épouses et époux, ont droit au permis de travail comme le E2 et les enfants ont droit à la scolarité aux États-Unis. Alors, c'est un visa qui est quand même moins difficile parce que vous n'avez pas besoin d'être parrainé, vous n'avez pas besoin d'avoir une offre d'emploi. Si quelqu'un veut ouvrir une entité ou commencer à faire de la vente plus importante de leurs services, de leur technologie,
ils peuvent le faire sans avoir à investir un montant d'argent. Alors, c'est un visa qui est moins connu parce il faut que l'échange ait déjà existé, les échanges commerciaux, mais quand les gens n'ont pas nécessairement un budget à investir, mais qu'ils ont des produits qu'ils ont déjà commencé à vendre, peut-être même sur Internet, des choses comme ça, c'est un visa à regarder. Et finalement, vous le dites, les dépendants peuvent travailler également? Les époux et l'épouse seulement ont droit au permis de travail, pas les enfants. Non, les enfants, mais peuvent étudier. Les enfants peuvent étudier, ils restent pour la durée du visa de 5 ans. Et pour la demande de carte verte, parce que c'est souvent une question qui m'est posée avec chaque type de visa. C'est un visa non immigrant, ce n'est pas une carte verte. La personne ne peut pas demander une carte verte. On ne peut pas appliquer pour une carte verte par la suite. Pas par le biais de leur société et pas par le biais de leur activité commerciale entre les échanges commerciaux. C'est un type de visa qu'il faut avoir, encore une fois, être parrainé par une société pour demander la carte verte ou aller avec le EB5 avec l'investissement de 500 000 $. Ce n'est pas un visa qui emmène directement à la carte verte. Non. Il est valable 5 ans, renouvelable également? Alors, il est valable 5 ans, renouvelable. Il faut bien sûr regarder la dernière année de bilan de très très près pour s'assurer que les échanges sont maintenus. Il faut également que le 50 soit maintenu durant cette période de temps. Ils font beaucoup d'analyses. Ils demandent énormément de documentation. Alors, il faut que les gens soient bien organisés avec des tableaux précis du nombre de transactions, de la valeur des transactions, les dates. Alors, si quelqu'un qui voudrait commencer à anticiper, faire un E1 dans le futur, dans 1 an, à partir d'aujourd'hui, ça serait bien qu'ils commencent à conserver des tableaux Excel. Comme ça, ils ont des listes de tous les échanges avec des dates, avec la documentation ajoutée. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais au niveau du délai d'obtention, de la demande, de la démarche, ça prend du temps pour obtenir un E1? C'est exactement comme le visa E2. Le dossier est envoyé en format électronique à l'ambassade américaine du pays d'origine ou par courrier, dépendamment des ambassades. L'attente est selon les ambassades entre 4 à 8 semaines et ils sont obligés, il y a une interview. Pour le E1, comme pour le E2, il y a une interview. Ils sont obligés de se rendre physiquement à l'ambassade pour faire la prise d'empreinte digitale et il y a une interview avec la personne qui fait le demandeur. Est-ce qu'il y a un coût forcément pour ce E1? Le coût pour appliquer, pour alors, demander? c'est un montage de visa. Les E1 sont moins complexes que le E2. Alors, nous, les honoraires sont moins élevés, si vous voulez, qu'un E2, mais les frais d'ambassade sont les mêmes. Donc, ça reste le même prix au niveau de l'ambassade? Oui. C'est un visa un peu moins complexe qui donne de la flexibilité pour les gens qui aimeraient faire une expansion de leur activité commerciale. Alors, c'est un bon visa parce qu'ils peuvent travailler pour eux-mêmes. Alors, le E1, il faut toujours le regarder, le garder en tête pour les gens qui ne veulent pas nécessairement investir. Il n'y a pas que le E2. C'est ça, il n'y a pas que le E2. Et si on souhaite plus de précisions sur ce visa E1, on peut vous contacter à quel numéro? Alors, par email à marcelpoirier.com sur mon site Internet ou au bureau à 305-854-4445. C'est noté, merci beaucoup pour ces précisions sur le visa E1 et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur l'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup, maître. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954-237-0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride.
Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. À vous de regarder Rendez-vous matin et tout de suite c'est l'heure de cuisiner comme chaque mercredi avec Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory, Et ça va bien? Ça va, je vous remercie. Aujourd'hui vous nous avez concocté une recette Sucrée aujourd'hui. comme promis, Ah, on le alterne, millefeuille. hein, voilà. Vous avez tenu promesse. Donc on va expliquer un petit peu, peut-être, on aime bien faire une petite Un partie petit peu d'histoire, voilà. sur ce oui, oui. millefeuille, ça date d'il y a assez, Oh, d'il y a très c'est longtemps, vieux le millefeuille, oui, 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 ça, en 1651. Ah oui, Le premier pâtissier, on commençait à faire des millefeuilles. Bon, des pâtissiers français, mais je crois que le premier a été fait à Naples. donc en Italie. En Italie, C'est parti voilà. Ensuite, bon, il a été Un peu oublié. un peu oublié. Et puis c'est en 1806 qu'un pâtissier français, Oui. Monsieur Seugnot, Adolphe de Seugnot. la grande pâtisserie rue du Bac. Les grands pâtissiers À savent Paris. ça, à Paris, voilà. Là, lui, il l'a carrément mis dans sa pâtisserie et après, Ça a tout le été monde s'est remis au bout du battu, jour et- voilà, pour cette pâtisserie. Donc, le millefeuille, Oui. c'est des couches de feuilles. Empilées, des Alors, feuilles. voilà, en fait, Donc, il y en a 1000. alors, c'est 3 couches de pâte feuilletée et entre chaque couche, on y met une crème pâtissière. Donc, Voilà, à 3 la base, couches, comme pâte ça, c'est feuilletée. simple. D'accord. Voilà. Alors, la pâte feuilletée, vous allez me dire, millefeuilles, Oui. il y en a 1000? Ça vient d'où? Oui, c'est pour ça, il y en a 1000 finalement ou... Eh ben Je vous non, le dis. Je vous il le y en dis. a 729 paires Deux feuillets. de feuillets Alors, on va par recommencer à couche. faire des maths avec vous, Sylvie, ce matin. Donc, Ah oui, c'est ça. 729 paires de feuillets par 729 paires de feuillets couche. Ouais. pour une couche, voilà. Et donc, il y a, Apparemment, il y a c'est 3 couches. mathématique, ils ont dû compter. Bah, en fait, la pâte feuilletée, bon, on va parler de la recette, bien entendu, mais c'est un pliage, et donc c'est 6 pliages par 3. Voilà. Je m'en vais. Non, mais c'est Alors, 6 c'est vrai, pliages hein, par 3. vous pouvez tous regarder C'est sur technique. Internet, c'est Ouais, ouais. technique, voilà. C'est ça, c'est Et- 6 pliages de 3 feuilles. Et donc là, on en a 729. Alors, On va compter. 2 fois 729 2 fois en plus. par couche. Ah oui. Mais bon, quand on dit des couches, hein, vous avez vu ce que c'est Oui, un oui, petit ouais. ongle, là, c'est pas une couche vraiment. Enfin bon, pour dire que dans la recette originale, c'était vraiment 729. Voilà, paires apparemment, de à feuillets. chaque fois qu'ils ont fait des pliages, ils ont dû compter plusieurs fois pour être sûr, parce que comme ils nous balancent ça sur Internet, je pense que. Ouais, vous avez que ça à faire quand voilà. même. Enfin, ils étaient bien occupés. Donc vous, on n'ira pas compter, mais la pâte feuilletée a été Ah ben non, faite, je crois qu'on va pas forcément, compter là ce matin. forcément Alors, artisanale. On passe peut-être à la recette déjà de cette pâte feuilletée alors qui est quand même assez compliquée la à pâte réaliser. feuilletée, oui. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent très bien acheter dans les grands magasins une pâte feuilletée toute faite. Mais non. Celle-ci, elle a été faite. Ouais. Alors, en fait, la pâte feuilletée, on prend 3... Écoutez bien, parce que c'est pas si On difficile. écoute, Sylvie, on écoute. On écoute. Donc 300 g de farine, 150 g d'eau, 240 g de beurre et 6 g de sel. Et C'est c'est tout. tout. Et on en fait quoi? Alors, on met tout ça dans un robot mélangeur, ou alors À la main. on mélange à la main. Mais attention, c'est mélangé grossièrement. Il ne va pas s'agir de battre tout ça pour avoir quelque chose de lisse. Pas du tout. On fait une grosse boule de pâte. Quand vous allez voir cette boule, vous allez voir des morceaux de beurre par-ci, par-là. C'est pas grave. Dites pourquoi. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est la recette.
Et on met cette grosse boule dans un film plastique. Ouais. On la met dans le réfrigérateur 2 jours. 48 heures donc. À 48 heures, on n'y touche pas. Ça demande beaucoup de repos. Exactement. Ça donc en soi, les ingrédients, il n'en faut pas beaucoup. Non, c'est tout. Technique bon, dans un premier temps, voilà. Donc 48 heures au frigo, par la suite. Alors, par la suite, donc vous sortez votre boule et puis là, vous faites votre pliage. Et alors, donc comme j'ai dit, 6 fois 3 pliages. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que vous étalez votre pâte, on plie 1 fois, on plie 2 fois, on replie 3 fois, on tourne et on recommence. On réétale et on... 6 fois. Et on replie ainsi de 6 suite. fois 3 pliages. 6 exactement. fois 3 pliages. D'accord. Ensuite, eh bien, on étale à nouveau la pâte sur une plaque sur laquelle on aura mis une feuille de cuisson. On remet une feuille de cuisson par-dessus et on remet une plaque par-dessus pour le mettre au four. Pour pas que ça ondule. Il ne faut pas que ça gonfle. Voilà, il faut que ça reste plat. Bien plat. Plat et bien craquant. De toute façon, on va voir ça. Couper après. Voilà. Et du coup, donc, au niveau de la cuisson de cette pâte feuilletée, on la met à combien et combien de temps? Alors, on la met à 400 degrés Fahrenheit. Donc, un gros 200 Celsius. Et puis, on la laisse grosse demi-heure, 3 quarts d'heure. Il faut surveiller. En fait, si vous voulez, il faut quand même, entre-temps, regarder, parce que selon les fours, on n'a pas toujours... le four pour surveiller. Ah oui, là, vous pouvez ouvrir le four. Ce ne sont pas des choux. Voilà, ce ne sont pas des choux. Et là, vous soulevez. Il faut qu'elle soit quand même un peu dorée, comme ça. Assez blonde, voilà, dorée. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit plus claire que ça. Là même, ça peut être plus foncé. Hein, voilà, comme ça on a une pâte bien craquante. Donc ça c'est notre pâte, on laisse de côté. Et puis on prépare la garniture. Alors classique, c'est une crème pâtissière. Après, vous avez tout un tas de recettes revisitées. On peut très bien mettre une crème au beurre, on peut mettre une crème pralinée, on peut mettre, on peut mettre une crème avec des fruits. Il y a tout un tas de possibilités. Moi, quelquefois, je fais la même chose, crème pâtissière, mais avec des fraises. Quelques fraises, c'est sympa, l'été, c'est bien. Alors donc, du coup, c'est une crème anglaise. Non, pâtissière. Crème anglaise, c'est liquide, Grégory. Mais oui, j'étais dans... La crème anglaise, c'est ce qu'on fait pour les îles flottantes. Ce qui va bien, mémotechnique. Merci Sylvie. Donc ça, c'est une crème pâtissière. Pâtissière, la vraie crème pâtissière. Qui est un petit peu arrangée à la sauce Sylvie, on va dire. Moi, j'y ajoute 100 g de beurre à la fin. Comme ça, elle est plus moelleuse. Alors, la crème pâtissière, on en a déjà parlé, mais on va dire rapidement. On chauffe 375 g de lait, dans lequel on ajoute de la vanille. On laisse infuser. On laisse un petit peu infuser, voilà. Ensuite, donc, on bat 3 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre, avec 15 g de farine blanche et 15 g de farine de maïs, maïzena. On fait un mix. Oui, c'est mieux, elle est plus légère. D'accord. Voilà. Donc, on bat bien tout cela. On y ajoute du rhum. Moi, là, il y a du rhum. Ah. Voilà, une grosse cuillère de rhum, le lait, et on remet à feu pour que la crème épaississe. Voilà. Un peu de consistance. Voilà, quand elle épaissit, on la laisse un peu tiédir, et puis on ajoute, là, moi j'ai ajouté 100 g de beurre pommade. Voilà. Beurre pommade, c'est-à-dire pommade, c'est-à-dire qu'il est mou, mais il n'est pas fondu, si vous voulez. C'est au bain-marie ou vous le laissez à température ambiante? Non, voilà, il faut qu'il soit mou. Température ambiante, c'est parfait. Et puis donc, on l'amalgame bien avec notre crème pâtissière. Et puis, quand c'est refroidi, eh bien, on fait un montage. Okay. Alors, le montage... On commence par une couche de pâte. Une couche de pâte feuilletée, une couche de crème, une couche de pâte feuilletée, une couche de crème. Et puis, vous avez donc votre millefeuille, mais qui n'est pas bien coupé comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le met au congélateur. Ah, parce qu'on ne découpe pas la pâte avant d'assembler, en fait. Non. Enfin, on l'a comme ça, mais les bords ne sont pas nets, si vous voulez. Donc, on met au congélateur. Et puis, juste avant de servir, enfin, non, 1 heure avant de servir, admettons, parce qu'il faut quand même qu'il décongèle. Vous coupez des bords bien propres avec ça, parce que sinon, on n'y arrive pas, ça s'effeuille de partout.
Donc ça c'est la technique, il faut le laisser Voilà, un petit ça peu c'est au la technique. congélateur pour- Alors après la déco, bon moi c'est du sucre glace, des bandes de sucre glace. C'est assez souvent ce qu'on fait dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques aussi. Mais On peut pas avoir un en glaçage parfois? si, alors un glaçage au fondant. Oui. Voilà, oui, on peut très bien le faire. En France, c'est ce qu'on fait. Hein, Oui, très, très généralement on souvent. le voit et il est Voilà. un peu marbré avec Ouais. un intérieur chocolat. Alors, on ou- met un glaçage et puis voilà, on fait petite des petites décoration, marbrures au chocolat. Et au cas où pour faire, donc là c'est du sucre glace en fait que vous avez Tout saupoudré. simplement saupoudré avec un Et petit... pour un glaçage au cas où, comment on peut réaliser un Alors, un le bon glaçage, alors donc c'est du sucre glace, Mhm. du blanc d'œuf, un peu de glucose, et puis on fait chauffer et on verse. On étale à Parce la que parfois il est un spatule. petit peu transparent, enfin on n'arrive jamais vraiment à... Ah, ben, il faut mettre C'est du qu'il faut pas trop l'étaler ou c'est le glucose qui fait... C'est le glucose qui fait ça. Oui, c'est pas facile en fait. Et c'est pareil, il faut le faire le matin même. Oui, parce que dans le frigo, au bout d'une journée, ça coule. Donc, ce qui explique que souvent ici... Un peu de sucre glace, comme ça on s'en va ouais, pas. voilà. La décoration est réussie. c'est vrai. Alors, j'ai oublié de dire, c'est vrai que ici, aux États-Unis, par exemple, on ne dit pas un millefeuille. On dit quoi? Le Napoléon. Alors, pas parce que Napoléon l'aimait, Oui. souvent on peut lire ça. Non, c'est parce que comme ça a été d'abord conçu à Naples, Ah. les Napolitains, au lieu de dire Napolitain, on a dit Napolitain à un moment Et puis donné. ça s'est déformé en Napoléon. Napoléon, voilà, tout simplement. Eh ben, ça sera bon à savoir. Donc, si on désire manger un millefeuille aux Eh ben, on va le États-Unis, goûter. il faut chercher le napolitain. Voilà, Et on va exactement. goûter le vôtre, bien évidemment. Oui, alors. Du coup, on rappelle peut-être que la recette sera retrouvée sur votre page Facebook, Voilà, La cuisine de Sylvie. exactement, voilà. Et Voyez. si, on va toujours... On va peut-être attendre de lancer la publicité pour déguster ça. Absolument, je voulais vous montrer. Mais comment je le on vois coupe. bien, il me fait envie depuis tout à l'heure, vous inquiétez pas. La moussaka a fait un véritable succès, beaucoup de jaloux la semaine dernière. Ça Donc, s'est bien et passé. c'était excellent. Oui, C'était parce que super, évidemment, on l'a pas super. goûté le matin comme ça à 9h. Non, mais à midi, très bon pour le lunch. Donc justement, si on souhaite faire appel à vous, Sylvie, pour nous cuisiner toutes ces bonnes recettes, on peut vous contacter comment? Alors, téléphone, Oui. 954 579 23 11, Ou par mail? ou par mail, privatechefsylvie@gmail.com. Et puis sur la page Sur la page Facebook, Facebook. j'ai un site aussi, lacuisinedesylvie.com. Oui. Voilà. On retrouve tout, les recettes, tout. on peut vous contacter et faire appel à vos Exactement. services. Merci beaucoup Sylvie d'être venue nous présenter votre recette du millefeuille. On se retrouve la semaine prochaine Oui, pour du salé, salé. cette fois-ci. oui, j'ai pas encore. Eh ben, on verra ça, ce sera la surprise. Voilà. Merci beaucoup Sylvie. Bonne semaine, Merci au revoir, merci beaucoup. Et nous on se retrouve juste après la publicité, ne bougez pas. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez raté la première partie et que vous souhaitez avoir plus d'infos sur l'obtention du visa E1 ou pour revoir la recette de Sylvie, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook floride.tv pour retrouver cette émission en podcast. Et puis sinon, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.